Il y a 72 heures, un convoi militaire russe est entré en territoire iranien avec quelque chose que le renseignement américain suivait dans une inquiétude silencieuse depuis 18 mois. Pas une cargaison de drones, pas des obus d'artillerie, pas le genre d'aide militaire qui apparaît dans un briefing du Pentagone comme une simple ligne budgétaire avant de disparaître du cycle médiatique dès le lendemain matin. Ce que ce convoi transporte, c'était le transfert opérationnel de 500 systèmes de missiles balistiques Iskander-M, complets, éprouvés au combat, pleinement intégrés au logiciel de ciblage russe, et accompagné des équipes techniques russes nécessaires pour les faire fonctionner. Et le gouvernement américain n'a rien dit publiquement, parce que dire quelque chose publiquement aurait exigé d'admettre ce que chaque planificateur militaire de haut niveau à Washington comprenait déjà. Dès l'instant où ces systèmes devenaient opérationnels entre les mains de l'Iran, le calcul stratégique pour chaque soldat américain stationné en Irak changeait d'une manière qu'aucun repositionnement de groupe aéronaval ne pouvait corriger. 48 heures après le passage de ce convoi à la frontière, l'Iran a lancé l'attaque. 5 bases américaines à travers l'Irak ont été frappées simultanément. 500 missiles. 11 minutes et 40 secondes entre le premier impact et le dernier. 8000 soldats américains, désormais coincés sur des bases sans piste fonctionnelle, sans corridor de ravitaillement en carburant, sans lien de communication et sans chemin clair pour rentrer. Ce n'est pas un scénario. C'est arrivé, et si vous n'avez entendu le portrait opérationnel complet dans aucun grand média spécialisé en défense, c'est parce que ce portrait exige d'admettre une chose que l'establishment américain de la sécurité nationale refuse de dire à voix haute depuis 10 ans. La dissuasion dans cette région n'a pas échoué ce soir. Elle a été systématiquement démantelée, morceau par morceau, pendant des années, par des adversaires qui ont étudié la logistique militaire américaine avec une patience et une précision qui ont produit exactement le résultat qu'ils avaient conçu. Je veux vous expliquer ce qui s'est réellement passé, pas l'habillage politique, pas les briefings de presse soigneusement contrôlés, mais la réalité opérationnelle, en commençant par l'arme, parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est l'Iskander-M, vous ratez l'essentiel. Son transfert de l'inventaire militaire russe vers le contrôle opérationnel iranien représente quelque chose de catégoriquement différent de tout développement antérieur de missiles iraniens. Sans cette distinction, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi cette nuit a produit l'issue qu'elle a produite, plutôt que le résultat que la dissuasion américaine était censée garantir. L'Iskander-M est un système de missiles balistiques à courte portée, mobile sur route, avec une portée maximale de 500 km. Cette enveloppe de portée couvre toutes les installations militaires américaines en Irak, toutes les grandes bases au Koweït, tous les ports critiques et tous les nœuds de carburant dans le nord du Golfe. Tout cela peut être atteint depuis des positions de lancement situées à l'intérieur du territoire iranien, hors de portée de tout système défensif déployé dans la région. Le dispositif de guidage combine la comparaison optique de scène avec un autodirecteur terminal à radar actif. En termes pratiques, cela signifie que le missile ne vole pas simplement vers un ensemble de coordonnées. Dans sa phase terminale, il compare ce que ses capteurs voient avec une image de référence stockée de la cible, effectue des corrections en temps réel et frappe avec une erreur circulaire probable que les évaluations des dommages de cette nuit situent entre 5 et 7 mètres. 5 à 7 mètres, c'est pas un missile qui frappe une base, c'est un missile qui frappe une pièce précise dans un bâtiment précis sur une base. Et la base de données de ciblage qui a produit cette précision reflète un effort de préparation du renseignement d'une profondeur extraordinaire. Quelqu'un avait étudié ces bases, cartographiant chaque nœud critique, chaque système de secours, chaque installation renforcée, chaque piste alternative dont l'existence n'apparaît dans aucun document public. Pendant des années, la patience nécessaire à cette préparation est en soi une déclaration sur la durée de planification de ce résultat. Mais voici ce qui distingue cette nuit de toutes les démonstrations de missiles iraniennes précédentes. Je veux que vous compreniez cette distinction précisément parce que la couverture médiatique dominante est déjà en train de la brouiller. L'Iran n'a pas développé l'Iskander-M.
L'Iran ne l'a pas rétroconçu. L'Iran n'a pas reçu des composants pour ensuite passer des années à les intégrer dans un système national. La Russie a transféré un système d'armes complet, opérationnel, éprouvé au combat, directement depuis son propre inventaire militaire vers le contrôle opérationnel iranien. Avec les logiciels de ciblage, l'architecture de planification de mission et le personnel technique russe nécessaire pour faire fonctionner l'intégration. Toutes les capacités iraniennes précédentes en missiles balistiques étaient le produit de la base industrielle de défense nationale de l'Iran, opérant sous sanction et développant ses capacités à travers des décennies de développement itératif. L'Iskander-M est arrivé entre les mains de l'Iran en sachant déjà faire exactement ce qu'il a fait cette nuit, aucune courbe d'apprentissage, aucune phase d'essai, opérationnelle dès le moment du transfert. Et cette distinction entre une capacité que l'Iran a construite et une capacité que la Russie lui a remise entièrement formée est le seuil que chaque planificateur militaire américain avait identifié comme une ligne rouge. Parce que, une fois cette ligne franchie, le calendrier opérationnel est passé de plusieurs années à quelques jours. Maintenant, je veux vous expliquer l'architecture de la frappe. Parce que la complexité opérationnelle nécessaire pour détruire 5 bases américaines sur toute la largeur géographique de l'Irak en 11 minutes et 40 secondes exige une analyse honnête. Et cette analyse honnête révèle une intégration du commandement et du contrôle entre les forces de missiles iraniennes et les conseillers techniques russes, à un niveau qui a dépassé toutes les évaluations du renseignement américain sur ce qui était opérationnellement réalisable. Un impact simultané sur 5 cibles réparties de la province d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak, jusqu'à Erbil, dans le nord kurde, crée un problème de synchronisation fondamentale. Les temps de vol depuis n'importe quelle zone de lancement unique, vers les bases les plus proches et les plus éloignées, varient de 8 à 12 minutes. Obtenir un impact simultané dans cette géométrie exige soit plusieurs groupes de lancement géographiquement répartis, tirant à des moments décalés et calculés avec précision, soit une seule zone de lancement, utilisant une séquence de départ échelonnée conçue pour produire des arrivées synchronisées. L'Iran a utilisé la première option. 7 groupes de lancement distincts, répartis dans l'ouest et le nord-ouest de l'Iran, chacun assigné à des cibles précises à l'intérieur de bases précises, chacun tirant au moment calculé pour produire des fenêtres d'impact sur les 5 bases dans l'enveloppe de 11 minutes et 42 secondes confirmées par les évaluations des dommages. La discipline de coordination nécessaire pour faire agir simultanément 7 groupes de lancement sur des centaines de kilomètres de territoire iranien, chaque groupe tirant à son heure, calculé avec précision, n'est pas une capacité que l'Iran avait démontrée de façon indépendante avant cette nuit. Cette coordination reflète une intégration opérationnelle russe, directe, à un niveau que le renseignement américain jugeait encore éloigné de plusieurs années. Laissez-moi passer en revue ce qui a été ciblé sur chaque base, parce que le choix des cibles révèle quelque chose de plus inquiétant que la destruction physique. À Ain al-Assad, 90 missiles ont frappé les pistes principales et alternatives, l'infrastructure de stockage de carburant, le dépôt de munitions, le centre des opérations de la base et l'installation de communication reliant Ain al-Assad au réseau de commandement américain plus large. La piste alternative, une piste secondaire dont l'existence n'apparaît dans aucun document public disponible sur la base, a été frappée avec la même précision que la piste principale. Cette précision contre une installation non publique confirme une pénétration directe du renseignement dans les documents de planification des infrastructures des bases américaines. Au complexe militaire d'Erbil, 110 missiles ont ciblé le complexe des opérations spéciales, l'installation de fusion du renseignement, les moyens d'aviation à voilure tournante et le stockage de carburant soutenant à la fois les opérations aériennes et les mouvements de véhicules terrestres dans le secteur nord. À Camp Victory, à l'extérieur de Bagdad, 80 missiles ont coupé l'infrastructure de commandement et de coordination reliant les conseillers militaires américains aux chaînes de commandement des forces de sécurité irakiennes. Des relations bâties au fil d'années d'opérations consultatives soutenues ont été éliminées en quelques minutes. À Taji, 90 missiles ont ciblé l'infrastructure d'entraînement, le stockage des armes et le complexe consultatif américain, dont l'emplacement précis à l'intérieur de la base élargie reflète une connaissance détaillée de la disposition interne qui va bien au-delà de tout ce qui est accessible par la recherche en source ouverte. À Al-Harir,
Dans le nord de l'Irak, 130 missiles ont frappé les avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que leurs infrastructures de soutien au sol. Les systèmes de collecte qui fournissaient l'image de situation du théâtre nord ont disparu. Et ici, je veux aborder un point concernant la configuration des ogives utilisées contre les pistes, parce que la couverture médiatique dominante décrit les pistes détruites comme s'il s'agissait de cratères qu'on peut remplir et de surfaces qu'on peut réparer. C'est pas ce qui s'est passé. Les ogives Iskanderem utilisées contre l'infrastructure des pistes employaient une charge à sous-munitions et non une ogive explosive classique. Une charge qui disperse des centaines de petites bombes à action différées sur de vastes zones autour des seuils de piste, des zones d'approche et des intersections de voies de circulation. Ces sous-munitions ne détonnent pas toutes à l'impact. Elles sont conçues pour détonner de façon imprévisible. Certaines immédiatement, certaines après des heures, certaines après des jours. Les pistes ne sont pas endommagées. Elles sont minées. Et les avions qui devraient atterrir pour ravitailler ou évacuer 8000 soldats américains ne peuvent pas approcher en sécurité une surface dont le schéma de détonation est inconnu. Son nettoyage exige des moyens spécialisés de neutralisation des explosifs que les bases isolées ne possèdent pas en quantité suffisante pour dégager les lieux dans un délai réaliste. Maintenant, je vais aborder la situation des 8000 militaires américains sur ces 5 bases avec la franchise que leur situation exige. Parce que ce que j'entends de sources officielles décrit cela comme un revers tactique maîtrisable nécessitant une résolution diplomatique et cette description ne correspond pas à la réalité opérationnelle que vivent ces 8000 militaires ce soir. Ces militaires ne sont pas sous attaque active en ce moment. L'Iran a démontré avec précision qu'il peut détruire l'infrastructure autour d'eux. Il a choisi pour l'instant de ne pas viser le personnel lui-même. Et cette retenue n'est pas humanitaire. C'est l'élément le plus sophistiqué sur le plan opérationnel de toute la conception de la frappe. L'Iran n'a pas besoin d'attaquer 8000 soldats américains pour atteindre son objectif stratégique. Il doit les coincer. Parce qu'une force militaire américaine coincée, visible, dépendante de la retenue opérationnelle iranienne pour sa sécurité physique continue, est un instrument stratégique plus puissant qu'une force détruite. Des soldats tués produisent une indignation qui exige une réponse militaire. Des soldats coincés produisent la paralysie, le choix impossible entre une opération de sauvetage militaire dont les conséquences d'escalade sont incontrôlables, et un accommodement diplomatique qui produit les concessions que l'Iran recherche depuis 3 décennies. L'Iran a créé une crise d'otages sans prendre un seul otage. Et la sophistication de cette opération mérite la reconnaissance honnête qu'elle reçoit. Le calendrier logistique donne une forme concrète à la pression stratégique. Les bases américaines avancées en Irak maintiennent des stocks calculés pour soutenir les opérations pendant des périodes définies sans ravitaillement. Avec les pistes refusées et les corridors terrestres sous couverture de missiles iraniens, le taux de consommation opérationnelle change, mais le calendrier demeure limité. L'évaluation honnête, en tenant compte des niveaux de stock dans les bases avancées irakiennes et des profils de consommation d'une force en posture défensive sans rythme opérationnel, place le seuil critique d'approvisionnement entre 45 et 60 jours avant que les stocks de nourriture et d'eau deviennent opérationnellement critiques. 45 à 60 jours, ça peut sembler long, ça ne l'est pas. Parce que la pression politique sur Washington, venant des familles des militaires déployés, de la surveillance du Congrès, de la couverture médiatique continue des soldats américains coincés, atteindra des niveaux exigeant une action bien avant que n'importe quel calcul logistique atteigne son point final. L'horloge opérationnelle qui compte dans cette crise n'est pas le calendrier d'approvisionnement, c'est le calendrier politique intérieur. Et le calendrier politique intérieur avance à une vitesse qu'aucun processus diplomatique ne peut égaler. L'architecture décisionnelle de Washington ce soir est la plus contrainte que j'ai vue en des années de suivi de la gestion des crises militaires américaines. Un sauvetage militaire implique de se frayer un chemin à travers des réseaux de milices alignés sur l'Iran.
soit 60 000 à 80 000 combattants armés répartis à travers l'Irak, coordonnés avec un commandement opérationnel iranien. Son activation, en réponse à toute action militaire américaine, créerait un engagement de contre-insurrection soutenu dans tout un pays dont l'infrastructure de base avancée n'existe plus. La diplomatie signifie négocier avec l'Iran par des canaux arrière, pendant que 8000 soldats américains dépendent visiblement de la retenue iranienne. Cela signifie négocier depuis une position de vulnérabilité aiguë avec un adversaire qui évaluera cette vulnérabilité avec précision. Les concessions que l'Iran exigera pour libérer 8000 soldats américains coincés dans une dépendance stratégique ne seront pas modestes. Ce sont les concessions que l'Iran recherche depuis 30 ans. Allègement des sanctions, légitimité nucléaire, retrait américain d'Irak selon les conditions iraniennes, reconnaissance formelle de la primauté régionale iranienne. Accorder ces concessions sous contrainte militaire créerait un précédent dont les implications s'étendraient à tous les théâtres où la présence militaire américaine dépend de la retenue de l'adversaire. Et l'option russe, qui consiste à exploiter la relation opérationnelle unique de Moscou avec Téhéran pour servir d'intermédiaire vers une résolution, comporte son propre prix, mesuré en concessions ukrainiennes et en ajustement de posture de l'OTAN, ce qui représente une catégorie différente de pertes stratégiques. Washington se voit demander de choisir entre 8000 soldats en Irak et l'architecture de sécurité d'un continent entier. Et il n'existe aucune version de ce choix qui ne produise pas quelque part une perte aux proportions historiques. À Moscou, le rendement stratégique du transfert des Iskander-M a déjà dépassé toutes les projections. L'arme a coûté à la Russie une réduction d'inventaire dans un système qu'elle produit en volume suffisant pour l'absorber. Le rendement, c'est une démonstration opérationnelle, visible mondialement, que des armes russes transférées à des partenaires régionaux peuvent coincer des forces militaires américaines, paralyser la prise de décision américaine et générer des concessions stratégiques que 30 ans de pression diplomatique et militaire russe directe sur la relation bilatérale n'avaient pas pu produire de façon indépendante. Le transfert des Iskander-M n'est pas une transaction unique, c'est une preuve de concept pour une stratégie de transfert d'armes que la Russie appliquera désormais dans chaque théâtre où la présence militaire américaine crée un point de pression qu'un partenaire régional bien armé peut exploiter. Chaque gouvernement qui accueille des forces militaires américaines et maintient une relation quelconque avec Moscou recalcule ce soir. Quel levier possède-t-il réellement qu'il croyait auparavant inutilisable ? À Pékin, les leçons sont absorbées simultanément dans deux cadres. Le premier, c'est Taïwan. Le modèle opérationnel prouvait ce soir détruire l'infrastructure des pistes, le stockage de carburant, l'architecture de communication et les réseaux d'approvisionnement comme première étape d'une campagne visant à coincer et isoler les forces américaines et directement applicable au scénario taïwanais. Les bases américaines au Japon, en Corée du Sud et à Guam constituent le fondement de toute défense de Taïwan. Les planificateurs militaires chinois mettent à jour leurs ensembles de frappes ce soir avec des données opérationnelles qu'aucune simulation n'aurait pu fournir parce que le théâtre irakien vient de fournir une preuve de concept réel pour exactement l'architecture de frappe que la planification chinoise développe précisément pour cette éventualité. Le deuxième cadre, c'est le levier de négociation. Pékin a vu Washington naviguer dans un choix impossible entre l'escalade militaire et la concession stratégique et a noté avec précision quelle concession ce choix impossible génère. Cette information a de la valeur dans chaque négociation que la Chine mènera avec Washington à l'avenir. Dans les États du Golfe, le calcul est le même et la conclusion est unanime. La présence militaire américaine dans la région, cette présence qui soutient l'architecture de sécurité du Golfe depuis 1991, vient d'être démontrée comme étant à la fois destructible par un adversaire régional et politiquement impossible à secourir par la superpuissance qui la déploie. Les partenariats de sécurité que les capitales du Golfe ont maintenus avec Washington sont des partenariats avec un protecteur dont la protection vient d'être remise en question de la manière la plus concrète possible. Les conversations avec Téhéran, qui étaient déjà en cours, sont maintenant urgentes. Les conversations avec Pékin, qui s'accéléraient déjà, sont maintenant déterminantes. L'ère américaine au Moyen-Orient ne se termine pas par une déclaration dramatique ou un retrait stratégique formel. Elle se termine avec 5 pistes détruites, 8000 soldats coincés et un Kremlin qui a dépensé une réduction d'inventaire pour recevoir en retour une transformation stratégique
qu'aucun investissement militaire dans ses propres forces n'aurait pu générer. Pendant 30 ans, les adversaires se sont abstenus de coincer des soldats américains, non pas parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ils s'en sont abstenus parce qu'ils calculaient que la réponse américaine coûterait plus cher que ce que l'action rapporterait. Ce calcul a changé ce soir. Et la question que ce calcul soulève est la plus importante question stratégique à laquelle l'Amérique fera face en entrant dans la prochaine décennie. Quand des armes russes transférées à un partenaire régional peuvent coincer 8000 soldats américains en 11 minutes et 40 secondes, quand chacune des options coûte plus cher que l'action qui a créé la crise, quand l'horloge politique intérieure avance plus vite que toute résolution diplomatique, que signifie encore la dissuasion ? Parce que, de mon point de vue, la réponse à cette question s'écrit ce soir sur 5 pistes détruites dans un pays où des soldats américains attendent. Et cette écriture est visible pour chaque adversaire, chaque allié et chaque gouvernement qui calcule actuellement si la garantie de sécurité américaine sur laquelle il a construit sa politique étrangère vaut encore le prix nécessaire pour la maintenir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.